Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon update lecture du mois de juin. Alors je pense que vous le savez, le mois de juin c'est le mois des fiertés, donc les fiertés LGBTQIA+. Donc j'avais envie que mon mois de lecture soit représentatif de ce mois des fiertés. Et donc ma palle pour ce mois était un petit peu particulière puisque je n'ai lu que des lectures avec des représentations LGBTQIA+. Donc évidemment, juste avant de commencer mon update lecture, je voulais juste vous dire que la représentation c'est important d'en lire toute l'année, pas juste au mois de juin. Et je parle des représentations LGBTQIA+, là parce que c'était le mois de juin, mais évidemment quand je parle de représentation, je parle de toutes les représentations, donc aussi les représentations des POC, les représentations, je sais pas, des handicaps, représentations de... des maladies mentales, enfin toutes les représentations possibles et inimaginables. C'est important d'en lire toute l'année et voilà, c'était juste mon petit disclaimer, voilà si on peut dire avant de commencer. Mais du coup j'ai trop hâte de vous parler de mes lectures parce que j'en ai eu des excellentes. On commence en premier avec le troisième et dernier tome de la trilogie Truly Devious, qui s'appelle donc The End on the Wall. C'est écrit par Maureen Johnson et je le lis en VO. Donc Truly Devious c'est une trilogie de murder mystery, donc c'est-à-dire que on a un ou plusieurs meurtres et le personnage principal doit résoudre ce meurtre, mais c'est pas un policier parce que le personnage principal n'est pas flic, voilà tout simplement. Donc là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Stevie qui est depuis sa plus tendre enfance passionnée par le crime le plus connu de l'histoire qui n'a jamais été vraiment résolu. Enfin les gens ont toujours un peu des doutes quant au véritable coupable parce qu'il y a quelqu'un qui a été accusé, mais est-ce que c'est vraiment lui? Les gens en doutent fortement. Et Stevie, elle aussi en doute. Cette affaire c'est celle de l'académie d'Ellingham qui est donc une école un petit peu particulière où les élèves là-bas choisissent un cursus qui leur correspond vraiment. C'est l'équivalent du lycée, mais les élèves sont totalement libres de laisser cours à eux en fait, à leur créativité, à ce qu'ils aiment vraiment faire, ce qu'ils sont réellement. Sauf que malheureusement lors de la première année de cette école, lors de son année d'ouverture, il y a eu un double meurtre et un enlèvement. Et on n'a jamais retrouvé l'enfant qui a été enlevé, mais par contre on a bien retrouvé le corps des deux autres personnes. Et donc Stevie, 100 ans plus tard, enfin quasiment 100 ans plus tard, à notre époque, va intégrer cette école qui a été réouverte pour essayer de résoudre ce mystère. Et donc on va la suivre au cours de cette trilogie, voilà, trouver des indices. Et donc on va la suivre au cours de son année scolaire à elle, et il se peut que l'affaire ne soit pas vraiment fermée. Donc voilà, ce troisième tome, je l'ai bien aimé, mais je l'ai trouvé un petit peu particulier quant à l'enquête. Parce que... comment dire? En fait, je trouvais que le résultat final, les derniers clés, faisaient sens, ça me paraissait plutôt logique. Mais c'est juste en fait qu'on nous donne toutes les informations au même moment sur la fin. Et pour être honnête, j'avais un peu l'impression que c'était du infodumping, c'est-à-dire qu'on nous donnait toutes les informations et voilà, c'est fini, c'est résolu. J'avais pas vraiment eu l'impression que Stevie découvrait les indices au fur et à mesure, ou alors j'ai pas retrouvé, enfin, ou alors j'étais pas assez perspicace pour moi-même reconnaître les indices. Et ouais, en fait j'avais un peu l'impression que Stevie a tout résolu d'un coup. Et c'est dommage parce que j'avais pas du tout ressenti ça lors du deuxième tome où là on résout une partie de l'enquête. Dans le deuxième tome j'avais vraiment vu l'enquête évoluer au fur et à mesure, mais là c'était vraiment tout d'un coup à la fin et puis voilà, c'est résolu, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et voilà. Bon, de ce côté là j'étais un petit peu déçue. Enfin, et au final l'enquête est résolue et pour moi ça me convient entre guillemets, le coupable, enfin ça fait du sens pour moi. Mais voilà, c'était peut-être un petit peu trop précipité sur la fin, je sais pas. En ce qui est de la représentation, c'est malheureusement pas la représentation d'un personnage principal mais d'un personnage secondaire qui se prénomme
Vi ou Vi, V-I, qui est donc non-binaire. Donc leur pronom c'est they, them. Et cette personne est en couple avec la meilleure amie de Stevie qui s'appelle Janelle. Donc c'était une représentation d'un personnage secondaire et je regrette un petit peu au final de ne pas avoir pris une représentation d'un personnage non binaire en personnage principal. C'est vrai que bon, ça aurait fait un petit peu... ça aurait poussé un petit peu mon objectif un petit peu plus loin. Et d'ailleurs si j'avais réfléchi un petit peu plus, j'aurais choisi le livre I Wish You All the Best, où là le personnage principal est non binaire et en plus c'est un on voices, c'est-à-dire que l'auteurice est non binaire. Donc voilà. Par contre j'avais l'impression qu'on voyait un petit peu plus le personnage de Vi dans ce tome là. Donc je sais pas si c'est juste moi qui ai prêté plus attention parce que je voulais lire ce livre pour la représentation non binaire, ou si c'est vraiment parce que le personnage était plus présent, je sais pas. Mais du coup moi ça m'allait bien puisque c'était le but. Ma seconde lecture ce fut The Inner Warriors, écrit par Abida Jaigirdar. Je suis vraiment désolée si je prononce mal le nom. Donc on va suivre Nishat qui est une jeune fille de 16 ans qui est originaire du Bangladesh mais qui vit maintenant en Irlande. Donc on va la suivre au lycée où elle va devoir faire un projet de classe d'économie il me semble. Et en fait ce projet c'est créer un business afin de vendre des produits ou enfin de vendre quelque chose et le meilleur business remportera un prix à la fin de l'année. Elle décide de faire un business de henna. Sauf qu'en fait il y a quelque chose qui va mal se passer parce que une jeune fille de sa classe va elle aussi décider de faire un business de henna. Sauf que cette jeune fille, donc Flavia, qui est ce personnage là, n'a pas du tout la culture en fait, ne vient pas du tout d'une culture où le henna est utilisé et donc va s'en suivre de nombreuses discussions autour de l'appropriation culturelle, de l'art, mais aussi de la sexualité puisque ces deux jeunes filles vont potentiellement tomber amoureuses l'une de l'autre, sauf que pour Nishat c'est un peu compliqué parce qu'elle vient d'une famille plutôt fermée sur ce sujet, malheureusement pour elle. Et donc voilà, elle va devoir gérer et ses sentiments pour Flavia et sa famille qui lui interdit presque d'être lesbienne. Un roman que j'ai trouvé très intéressant au niveau de la représentation. Moi je n'y connais rien à la culture du Bangladesh et même la culture musulmane puisque Nishat est musulmane. Mais voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et même il y avait du coup beaucoup de discussions comme j'ai dit autour de l'appropriation culturelle. En tant que personne blanche, voilà, c'est toujours des choses bonnes à se rappeler, hein, que voilà, il y a certaines choses qu'on peut trouver jolies mais qu'on ne peut pas se permettre de faire parce que c'est tout simplement pas notre culture et que ça serait voilà, de l'appropriation culturelle de le faire. Mais par contre, j'ai trouvé la romance un petit peu étrange. Alors les deux étaient très mignonnes hein, ensemble, mais c'est juste que j'ai trouvé un petit peu rapide. J'ai pas vraiment vu les sentiments grandir entre elles. C'était juste, voilà, elles étaient comme ça, elles se sont vues. Nishat a direct crushé sur Flavia. Après je sais pas, j'avais l'impression qu'elles étaient ensemble. Et puis à un moment donné elles étaient plus ensemble. Et puis elles sont revenues ensemble. En fait j'avais... Ouais, je sais pas, j'ai trouvé la romance un petit peu étrange, donc j'étais un petit peu déçue de ce point là parce que à la base je pensais que c'était vraiment concentré sur la romance, mais c'était au final beaucoup plus concentré sur le business de henna, du henna. Au final c'est le titre, j'aurais dû m'en douter un petit peu, mais c'est vrai que le résumé laisse un peu penser que ça se concentre plus sur la romance, donc bon. Voilà, c'est comme ça. Mais du coup j'ai trouvé qu'il y avait des discussions quand même très intéressante sur la représentation, hein. Donc ça je peux pas le nier. Mais voilà, un petit peu déçue pour la romance que j'ai trouvé peut-être un peu trop rapide. Ensuite, là je vais vous parler d'un livre, enfin d'un manga que je n'avais absolument pas prévu de lire et qui au final ne rentre pas vraiment dans ma palle de représentation. Quoique, voilà. Mais vraiment c'était pas du tout prévu, j'avais même pas prévu de l'acheter. Mais je suis juste allée en librairie, je l'ai vu, j'ai fait oui.
et j'ai acheté et je me suis retrouvée le lire 2 jours plus tard. J'ai pas compris ce qui se passait, genre même moi j'étais en train de lire, j'étais là mais pourquoi je suis en train de lire ça? Non pas que j'aime pas, hein, j'adore, mais c'est juste j'étais très surprise de moi-même. Donc voilà, ce manga n'est nul autre que L'Attaque des Titans, le premier tome. Donc voilà, il faut savoir que je suis à jour dans l'animé et que c'est une de mes œuvres préférées, tous médias confondus, vraiment je suis archi fan de l'Attaque des Titans, c'est juste incroyable. Et donc je savais que je voulais lire le manga parce que bah, c'est un peu la source mère, hein. Je voulais vraiment voir comment Isayama l'avait imaginé à la base. Donc Isayama c'est le mangaka. Et ouais, je savais que je voulais le lire mais pas forcément maintenant. Mais voilà, c'est arrivé comme ça. Alors du coup ça rentre pas vraiment dans ma patte de représentation, du moins pas ce premier tome, mais je sais que par la suite on va voir un couple saphique entre Ymir et Krista, et un personnage non binaire donc qui est Angie Zoe, mais on voit pas déjà on voit pas Angie Zoe dans ce premier tome. Très décevant, très décevant. Mais par contre on voit Ymir et Krista, mais juste on voit pas leur romance. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, l'Attaque des Titans, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Eren, qui vit dans une ville qui est encerclée et condamnée, on peut dire, derrière des murs de 50 mètres de haut, parce que de l'autre côté du mur, il y a des titans, et les titans ils mangent les hommes, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut pas sortir de l'enceinte de la ville. Les seuls qui sont autorisés à sortir c'est le bataillon d'exploration. Et Eren, lui, son rêve à lui c'est d'explorer le monde et donc d'intégrer ce bataillon là et de tuer un petit peu tous les titans si possible. Voilà, c'est un peu le speech de base on va dire. Donc voilà, bah c'était très bien, hein, moi j'adore, mais juste j'étais très étonnée parce qu'on voit pas du tout toute la formation d'Eren et ses camarades, on voit pas du tout leur formation à l'armée, juste ça passe de l'attaque du début à hop, 5 ans plus tard ils ont fini leur formation et ils peuvent intégrer l'armée. Du coup j'étais très étonnée, je sais pas si on va avoir ça plus tard sous forme de flashback ou si c'est juste vraiment dans l'animé qu'ils ont décidé de rajouter ça pour un petit peu clarifier les choses, je ne sais pas. Moi du coup ça m'a... Enfin, du coup voilà, ça m'a un petit peu perturbée parce que bah c'est des choses que je m'attendais à retrouver mais non. Donc voilà, c'est comme ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir de revoir des personnages qui ne sont plus... ne sont plus là plus tard. Je vais pas dire lesquels hein, parce que ça serait spoilé, mais juste un personnage auquel j'étais très attachée. Donc ça m'a fait très plaisir de revoir ce personnage là. Par contre il y a d'autres personnages, ça m'a pas du tout fait plaisir de les revoir hein, parce que je les déteste clairement. Mais voilà du coup enfin ouais ça m'a fait plaisir de lire l'Attaque des Titans, même si du coup bah maintenant que je me suis lancée je vais tout revivre à nouveau. Et je sais pas si j'ai envie de tout revivre, hein, toute la peine que cette œuvre me fait ressentir. Mais ouais, enfin franchement l'Attaque des Titans, un classique et j'aime vraiment beaucoup trop cette œuvre. Et j'ai très hâte de lire la suite pour voir Levi et Angie. Parce qu'ils sont pas dans le premier tome. J'ai lu l'Attaque des Titans. Ensuite, on retourne du coup à ma pile à lire principale et j'ai lu le 3e tome de Heartstopper. Heartstopper c'est écrit par Alice Oseman et c'est un petit comic book comme vous voyez. Je sais pas si vous avez vraiment vu mais voilà c'est une petite BD qui raconte l'histoire de Nick et Charlie et qui sont amoureux. Voilà, c'est aussi simple que ça, genre vraiment juste leur romance entre les deux. Et c'est genre la chose la plus mignonne au monde. Alors on passe aux deux extrêmes, hein. L'Attaque des Titans, Heartstopper, vraiment hop là. Mais ouais non franchement
c'est... Bah moi Heartstopper c'est vraiment une lecture qui est toujours très très doudou. J'adore, je les aime trop, ils sont trop beaux ensemble. Et ce qui est bien avec ce comic book, c'est qu'il y a plein de représentations, parce que donc Charlie est gay, Nick est bisexuel, mais aussi on a une jeune fille transgenre, on a un couple saphique, donc entre deux jeunes filles, on a plein de représentations, donc ça c'est vraiment top top top. Oh, just look at them! Oh. J'étais en train de relire quelques planches, mais bon, bref. Donc, même si c'est très mignon, ce tome-ci était un petit peu plus compliqué à lire, disons, parce que on commence à en apprendre un peu plus sur la santé mentale de Charlie et je dois définitivement vous dire qu'il y a quelques trigger warnings pour les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, et pour automutilation. Donc voilà, c'est quelques moments qui sont vraiment pas réjouissants, mais en même temps on voit que vraiment Nick est là pour lui. Et je souhaite à tout le monde de trouver quelqu'un comme Nick dans sa vie, parce que c'est vraiment le copain le plus parfait vraiment pour Charlie, il est juste adorable. Mais du coup voilà, c'est quelques moments qui sont plutôt compliqués à lire, mais c'est très bien abordé. Et ouais, mais du coup je pense que le 4e tome se focusera beaucoup sur ça, sur la santé mentale de Charlie, et c'est des choses qu'il faut aborder, hein, donc voilà. Il y a aussi, je viens de me rappeler, un trigger warning pour homophobie et biphobie aussi, hein, voilà, parce qu'il y a un personnage dans l'entourage de Nick qui est biphobe, clairement. Et bon, c'est pas très sympa à lire non plus. Mais voilà, c'est quelques moments qui sont pas faciles à lire, mais bon, c'est important de montrer que ce genre de choses existe aussi, et que voilà. Mais ça ne dramatise absolument pas la chose, c'est vraiment très bien abordé, et voilà. Mais juste, je pense que du coup, le 4e tome sera un peu plus compliqué à lire, parce que je pense que ça se focusera là-dessus, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, Lizard Stopper, c'est trop bien, c'est le meilleur comic book du monde, c'est trop mignon, et je les aime de tout mon cœur. Voilà, c'est vrai, de tout mon cœur. Et enfin, ma dernière lecture de ce mois de juin, Red, White and Royal Blue de Casey McQuinton, que j'ai donc lu en VO. C'était que des lectures VO en fait, à part l'Attaque des Titans que j'ai lu en VF, mais sinon c'était que des lectures VO. Mais que dire de ce livre? Ça se passe à notre époque, c'est juste, voilà, les personnes importantes sont différentes, parce que ce sont du coup nos personnages principaux, mais c'est vraiment à notre époque, ça se passe en 2019 et en 2020, donc vraiment maintenant. On va suivre Alex, qui est le fils de la présidente des États-Unis, et Henry, qui est le prince de Galles, qui est donc le prince du Royaume-Uni. Et ces deux personnes ne s'aiment pas, du moins Alex n'aime pas du tout Henry, il le trouve grave pompeux et tout, et genre... En fait, Alex pense que Henry pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Je sais pas si vous voyez. Alex ne peut pas le voir en pâture, clairement, sauf que il va être invité au mariage, à un mariage royal, donc pas celui d'Henry, mais celui du frère d'Henry. Et donc il est bien obligé d'y aller parce que diplomatie, vu sa position, et voilà, il est obligé, il représente son pays un peu. Sauf que là-bas va y avoir un malentendu, et Alex et Henry vont plus ou moins se battre, plus ou moins. Et ça va faire la première de toutes les presses internationales, parce que Alex et Henry qui se battent, c'est comme si les États-Unis et le Royaume-Uni se battaient. Donc la famille royale et la mère d'Alex décident de les forcer en fait à devenir amis, juste au moins devant les caméras pour dire qu'en fait les relations entre les deux pays vont bien. Au fur et à mesure, ils vont vraiment devenir amis, genre contre toute attente en fait, ils se rendent compte que leurs préjugés l'un pour l'autre ne sont pas du tout vrais. Et il est possible que leur amitié devienne
bien plus et qu'en fait une romance se développe entre deux. Ce livre, j'avais prévu de vous en faire un vlog lecture, mais j'avais même commencé en fait ce vlog lecture, mais je l'ai arrêté pour deux raisons différentes. La première, c'est parce que en fait je l'ai lu beaucoup trop rapidement. J'avais pas envie d'allumer la caméra à chaque fois, de vérifier la batterie, nanani nana, de vider la carte SD. Non, j'avais pas envie de me soucier de tout ça, juste de me plonger là-dedans. J'ai même lu au réveil, alors que je ne lis jamais le matin. Donc vraiment, c'est pour vous dire à quel point j'étais accro à ce livre et je l'ai lu en 2 jours, même pas. Enfin, vraiment, je l'ai lu ultra rapidement, j'étais accro. Et la deuxième raison, c'est parce que je me suis très rapidement rendu compte que ce livre allait avoir une très grande place dans ma vie, clairement. Ouais, c'est devenu un de mes livres préférés de tous les temps. Je peux pas dire à quel point j'aime ce livre. Il représente tellement pour moi. C'est incroyable. En fait, je me suis énormément reconnue dans le personnage d'Alex. Pour plein de raisons différentes. Genre vraiment plein. Et en fait, j'avais l'impression de lire un peu ma vie. Enfin, à un certain moment, c'était vraiment très perturbant. Mais je vous jure que Alex et moi, je pense qu'en fait, genre, Alex c'est juste moi, mais si j'étais un homme. Enfin bref, c'est juste incroyable. J'aime tellement ce livre. La romance est une des romances les plus mignonnes que j'ai jamais lues. Même la romance la plus mignonne que j'ai jamais lue. Ouais, j'ai vraiment... J'ai pas les mots pour dire à quel point j'aime ce livre, juste lisez-le. Alors je tiens quand même à préciser que les personnages ont 22-23 ans. Et donc c'est pas du young adulte, c'est du new adulte. Il y a beaucoup de scènes Peggy 18, clairement, je vais pas vous faire un dessin mais j'étais un petit peu... je pensais qu'il y allait en avoir que 1 ou 2 scènes. Mais non, il y en a beaucoup plus, donc voilà, sachez que si vous êtes mal à l'aise, si vous n'aimez pas lire ce genre de choses, faites attention parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais sinon, c'est pas que ça, hein, c'est vraiment une romance ultra mignonne. Et en fait, tu vois clairement qu'ils sont faits l'un pour l'autre et que ils sont trop mignons. Et ah ouais, je les aime trop. Il y a des scènes comme par exemple, je vais pas en dire plus que ça, mais la scène du musée qui m'a fait, mais j'y pense quasiment tous les jours à cette scène-là, c'est pour vous dire. On voit aussi les emails qui s'écrivent, ils s'écrivent quasiment tous les jours et leurs emails sont juste adorables. Je les relis très souvent, genre vraiment très souvent. Je les ai relus au moins 15 fois les emails. Enfin bref, c'est pour vous dire que... Pardon, mais je viens juste de retomber sur un truc. Enfin bref, ouais, je peux pas te dire à quel point ce livre représente pour moi. C'est juste... Ouais, c'est trop... Ce livre est vraiment super important pour moi. Je m'attendais pas à ça en fait en commençant, je pensais vraiment que j'allais l'aimer parce que tout le monde aime ce livre, j'ai l'impression. J'ai pas vu un seul avis négatif et je comprends pourquoi. Mais qu'il allait prendre une aussi grande place dans mon cœur, alors ça je m'y attendais vraiment pas. Lisez ce livre, il va être traduit en français chez Lumen, il va sortir bientôt je crois, sous le titre My Dear Fucking Prince. Bon, le titre... bof, surtout que ils ont changé un titre en anglais pour mettre un autre titre en anglais alors qu'on s'adresse à un lectorat français. Bon, vraiment, je suis pas fan du titre français, mais bon, c'est pas grave, apparemment l'autrice a accepté ce titre, donc bon, si l'autrice a accepté, je suis qui pour dire mon mot, hein, personne. Et ouais, non, lisez ce livre, il est incroyable, il est formidable, il est exceptionnel.
il est drôle, c'est vraiment, j'ai beaucoup rigolé. J'ai pleuré de joie aussi, j'ai pleuré pour une émotion, je sais même pas c'était quelle émotion. Tout ce que vous voulez dans un livre, voilà, c'est ça, c'est dedans. Lisez ce livre, il est incroyable. Donc voilà, c'était tout pour mon update lecture de ce mois de juin. Donc voilà, j'ai eu un nouveau coup de cœur de tous les temps, dont je m'attendais absolument pas, mais c'était trop bien. Et ça m'a fait vraiment super plaisir de lire de la représentation, de ne lire que de la représentation parce que bah voilà, c'est très important. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à aussi me dire en commentaire quelles ont été vos lectures de ce mois de juin. Quels sont vos livres préférés avec de la représentation LGBTQIA+ dedans, ça m'intéresse fortement. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.